Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne Larouche et bienvenue à Page de Garce, le podcast littéraire où on parle socio et politique à partir du point de vue des théories féministes. Ce podcast est une partie 2 parce que dans le dernier podcast, on a fait la première partie d'un thème qui demande énormément de temps, l'intersectionnalité. Un mot qui fait peur au réac, mais qui est souvent mal compris. Donc aujourd'hui, on s'affaire donc à comprendre d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour penser de façon intersectionnelle et quelles sont les implications de ce concept pour les luttes féministes, notamment les luttes de gauche, les luttes antiracistes, mais surtout dans les discours politiques actuels. Donc, ces deux épisodes sont construits à partir des apports du féminisme noir. Donc, avec les livres d'Angela Davis, Bell Hooks et Kimberly Crenshaw, qui sont des figures très importantes du Black Feminism. Et donc, dans la première partie, que je vous invite à l'écouter en premier, quoique c'est pas absolument nécessaire, mais ça vous demande peut-être juste un petit peu plus de gymnastique mentale, on a retracé l'histoire des liens entre patriarcat et féminisme. Entre patriarcat et féminisme, oui, évidemment. Patriarcat et racisme à travers le code du féminisme noir aux États-Unis, dont les mécanismes d'hier ne sont pas sans rappeler ceux d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux particularités que les femmes noires peuvent vivre sous cette oppression cumulative, comme on l'a comprise, et qu'est-ce qu'elles nous ont appris sur comment réfléchir ces oppressions-là, mais aussi les oppressions en général. C'est un apport qui est pas limité à leur situation, et c'est à ce moment-là qu'on va parvenir à discuter de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. On recommence donc en retournant avec Angela Davis, avec son livre « Femmes, race et classe », publié en 1981. Et c'est là aussi, comme je disais à la fin de notre épisode, on va plonger dans les aspects différents de l'oppression, donc les aspects spécifiques aux femmes noires, notamment tout ce qui est donc dans la misogynie, mais aussi dans les violences sexuelles. Donc, qui peuvent atteindre évidemment aussi là, les hommes noirs. Un premier mythe qui a été créé, mais c'est évidemment celui du violeur noir. Comme on a pu le remarquer, la législation a été créée par la classe dominante, donc les Blancs. Donc, cette législation-là contre les viols protège seulement les blanches, parce qu'évidemment, si elle protégeait les noirs aussi, les blancs, les hommes blancs les violaient depuis des décennies, étant donné que c'était un moyen de répression durant le système plantationnaire, mais c'est resté par la suite. Donc, il y avait peu d'accusations de viol contre les blancs, et ce qui a créé comme une surreprésentation qui était celui, regardez, si c'est un violeur, c'est toujours un violeur noir. Ça permet de ne pas voir que les Blancs violent les femmes depuis toujours, parce qu'évidemment, la mentalité occidentale, c'est que posséder le peuple, selon les Blancs, c'est posséder ces femmes. Et c'est aussi un moyen de démasculiniser les hommes noirs. Comme on dit, vous n'êtes pas masculins, vos femmes travaillent, elles sont des matriarches. Et regardez en plus comment on est plus des hommes que vous, on possède vos femmes. Donc, c'est là aussi on voit comment la masculinité noire s'est construite, pas au sens où elle n'est pas masculine, pas au sens où elle est émasculée, mais comment, en fait, les Blancs ont créé une fausse narrative à son propos. Une chose qu'on doit savoir, là, qu'Angela Davis nous dit, là, c'est que en fait, les femmes noires sont systématiquement violées par les Blancs. L'accusation de viol, en fait, accuser un noir de viol, c'est souvent un stratagème raciste qui incite à la haine. En fait, c'est tout simplement comme un alibi pour aller les lyncher. Quelque chose là, qui... en fait, les lynchages, pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement le mot, c'est quand on va tabasser quelqu'un.
en québécois. Donc, c'est là qu'on peut comprendre que le viol, en fait, c'est une arme, c'est un système plutôt qu'un comportement individuel. Puis c'est quelque chose qu'on a peut-être plus compris avec MeToo. Après, il fallait que ça touche comme les célébrités blanches, peut-être, pour s'en rendre compte. Là, je suis vraiment... En fait, MeToo, là, on est très content que ça soit arrivé. Il y a encore énormément de chemin à faire, mais vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire. C'est un système, c'est ce qu'on a remarqué avec MeToo, mais ça fait des années qu'il touche les femmes et qu'il touche aussi spécifiquement les femmes noires, là. Au fond, qu'est-ce que Davis nous dit? C'est qu'il y avait des thèses primitivistes, là. Donc on va dire ce sont des animaux, ils sont primitifs, ils ne connaissent pas la civilisation, nous avons le savoir absolu. Tout ça va déteindre évidemment sur tous les aspects des Noirs, donc notamment leur sexualité, en disant elles vont accepter avec plaisir, là. Ce sont des animaux, voilà. Et qu'est-ce qu'Angela nous dit aussi, c'est que il y a une intégration de ce discours-là qui va être intégré par les femmes noires qui vont se considérer peut-être un peu plus elles-mêmes comme ça. Puis au final, je pense que tout ça, ça nous en dit beaucoup, là. Dans notre société, il faut souvent comme faire la part des choses en qu'est-ce qui est comme réellement de nous et qu'est-ce qui est le fruit d'une oppression. Si on nous dit depuis qu'on est tout petite qu'on est hypersexuel, ben c'est sûr et certain qu'à quelque part, on va le devenir, là. Mais est-ce que c'est réellement quelque chose que nous sommes, là? Ben, dans le cas des femmes noires, définitivement pas, là. C'est pas une nature qui les définit. Aussi, évidemment, ça c'est l'ironie de la chose. Les Blancs vont souvent parler d'un complot noir. Les Noirs se rejoignent entre eux la nuit. Ils voudraient tuer tous les Blancs. Il y a du racisme inversé. Un peu comme le grand remplacement aujourd'hui, là. C'est là qu'on voit aussi que les choses ont peu changé. Tout ça, c'est une excuse pour dominer. Puis les Blancs accusent les Noirs en fait de faire qu'est-ce qu'eux-mêmes font, en disant « Regardez comme c'est pas correct. Nous devons affirmer notre contrôle parce que qui défendrait un violeur, en fait? Il faut que je sois l'homme protecteur. Il y a un complot, ils se réunissent les soirs. » Après, les Blancs, c'est pas parce qu'ils se réunissent dans un grand bureau, dans un bureau de police, qu'ils ne se réunissent pas, hein? Que ce n'est pas un complot. Donc, il y a toujours les définitions, le double standard qu'on peut voir. Donc, les femmes noires, elles, vont vraiment s'associer contre le lynchage parce que, on remarque dès là que c'est lié au viol. On va on va accuser un homme noir de viol et on va le lyncher, puis pendant ce temps-là, on va violer les femmes noires. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, c'est que le racisme, c'est un appel au viol. Quelle est la conséquence de ça? Il va y avoir aussi le mythe de la putain. Dans le fond, pendant qu'il y a le violeur noir, il y a la pute noire. Donc, tous les deux sont hyper sexualisés, ont une sexualité bestiale, on pourrait dire. Ça s'entretient entre elles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? En fait, il faut se baser sur le crime commis et non le crime rapporté. Elle insiste qu'il y a beaucoup de crimes rapportés, évidemment, sur des hommes noirs qui sont tout simplement une instrumentalisation raciste. Et aussi, il faut remarquer que la plupart des viols sont perpétrés par des hommes blancs, donc sur qui commet réellement la chose. Aussi, il faut défaire la structure sociale qui encourage le viol, donc toute la culture du viol qui, elle, en fait, n'est pas égale. C'est pas tout simplement la culture du viol s'applique à toutes les femmes, c'est réellement différencié par rapport à qui est-ce que tu es. Parce que si la sexualité d'une femme noire est considérée comme bestiale, mais en fait c'est moins grave, elle est inférieure, on peut plus lui faire à elle. Donc il faut défaire la structure sociale qui dit que les femmes noires sont inférieures socialement si on veut réellement venir à bout aussi de la culture du viol. Donc c'est toutes des aspects qui s'entretiennent entre eux qu'il faut défaire en même temps, donc il faut défaire le système. Également, une chose qu'on peut remarquer, une chose qui est encore très réelle aujourd'hui, tout ça là, c'est des choses qu'on peut dire aujourd'hui. Après, c'est un livre qui date de 1981, donc c'est hier, là, quelque part, mais encore aujourd'hui, un autre aspect qu'elle nous mentionne, c'est que le milieu de travail des femmes noires, les rend vulnérables. Comme on a vu, elles sont souvent dans l'industrie du care, donc, ou ouvrières, elles sont plus à la merci, par exemple, d'un employeur, elles sont dans la maison, par exemple, d'un agresseur,
c'est au final un peu recréer des conditions de dépendance où elles ne peuvent pas nécessairement s'échapper, on pourrait dire. Donc, il faut travailler pour que les milieux de travail, en fait, ce ne soit pas premièrement uniquement elles là, qui soient réservées à ça, à ces emplois-là, mais il faut aussi créer des protections pour des emplois de ce genre. Par exemple, si tu es, entre guillemets, le domestique dans une maison avec des Blancs, ben, il faudrait pouvoir créer des syndicats quand même versus, par exemple, les ouvriers blancs. Mais eux, c'est vraiment facile, là, si tu es à l'usine, très facile de s'associer versus toute seule pour ta boss blanche là, qui te dit de faire ton ménage, de son ménage à sa place. Un premier aspect de comment est-ce qu'on voit la sexualité des Noirs, mais elle est totalement différente. Hein? Il n'y a pas de mythe du violeur blanc, il n'y a pas de mythe de la pute blanche. Oui, évidemment, il y a il existe là, des récits sociaux comme ça, mais ce n'est pas attribué comme ça, là, comme on le fait aux personnes noires. Un autre aspect, en fait, c'est par rapport au contrôle des naissances, à la libre maternité. Évidemment, le 20e siècle a été le théâtre des luttes pour l'avortement, pour la contraception, choses qui sont absolument essentielles. Par exemple, il faut nuancer la chose en reconnaissant que l'expérience vécue de l'avortement n'est pas la même pour tout le monde. Là. Alors, où est-ce que pour les femmes blanches, on disait non, il ne faut pas que tu avortes, il y a une histoire qui a été complètement effacée, et c'est quelque chose qui a eu lieu au Canada d'ailleurs avec les populations autochtones, et c'est celui de la stérilisation forcée, premièrement, et des avortements forcés. Bon, là, j'avance peut-être un petit peu trop vite, je vais revenir avec ce que Angela nous dit. Il y a une instrumentalisation des mouvements pro-choix de l'avortement pour le racisme, dans le fond. Il y a certaines personnes qui vont se dire en ce moment, il y a les débats pour l'avortement, il y a des gens qui sont pro-choix, il y a des gens qui sont pro-vie. Moi, je suis raciste. Je crois que si je suis pro-choix, je pourrais utiliser ça afin de diminuer la population noire. Parce que ça, c'est évidemment le contemporain au mouvement eugéniste, mais aussi maintenant que il n'y a plus d'esclavagisation et parce qu'auparavant on les forçait à se reproduire, maintenant on n'en veut plus trop, hein, parce que s'ils ont trop un grand pouvoir démographique, maintenant qu'ils ont le droit de vote, s'il vous plaît, ne naissez pas trop, ne soyez pas trop lourds dans la balance politique. Donc, il y a des personnes qui vont utiliser l'avortement à des femmes, par exemple, là, qui se rendaient à des rendez-vous. J'écoutais le podcast, là, d'ailleurs, Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, podcast que je recommande vraiment, d'ailleurs, qui avait justement un épisode qui parlait de ça. Et, par exemple, elle disait c'était des femmes qui se rendaient pour une appendicite et se ramassaient stérilisées, là. Donc, ça n'a aucun lien, ce sont premièrement des procédures médicales qui sont effectuées sans consentement, sans dire qu'est-ce que sont les impacts. En fait, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est inhumain. Durant l'esclavagisation, il y avait un historique là, d'infanticide, d'avortements artisanaux, parce qu'évidemment, les femmes noires, ne voulaient pas faire naître d'enfants dans ces conditions-là. L'histoire de l'avortement, le récit qu'on en fait, il doit être plus nuancé. Les Blanches, elles, pendant le 20e siècle, le début du 20e siècle, surtout, il y avait un mouvement d'abstinence. Premièrement, il y avait tout le mythe de la maternité pure, idéalisée, mais évidemment, elles aussi, elles étaient victimes de violences sexuelles, aussi de reproduction, en fait. Pas aussi forcé là, que durant l'esclavagisation pour les femmes noires, mais vous voyez le point que je veux dire, avoir des enfants, même si on ne veut pas. Les femmes blanches n'avaient pas nécessairement plus le choix sur leur corps, mais étant donné qu'il y avait ce mythe de la maternité pure, il y avait une façon, en fait, d'être comme abstinente et d'entretenir, un peu de détourner ce mythe-là pour avoir un certain contrôle sur soi. Mais là, après, voyant la montée de la démographie, on pourrait dire, pour les Noirs versus les Blancs, là, les Blancs sont mis à parler du suicide de la race. Et c'est là qu'il faut aussi, encore une fois, faire des
parallèle par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui, et notamment en France, et au Québec aussi d'ailleurs. Évidemment, on avait cette peur du suicide de la race, étant donné que les mouvements féministes à l'époque étaient tout simplement les mouvements parlant de l'expérience des femmes privilégiées, on était contre l'avortement, là, tout simplement parce qu'il fallait qu'ils continuent à faire des bébés blancs. Donc, que faire avec tout ça? Bon, évidemment, à l'époque, ce n'était pas nécessairement terminé. Après, est-ce que c'est réellement terminé aujourd'hui, cette approche différenciée en médecine? Définitivement pas. Réduire les embûches à l'avortement, donc par exemple les délais. En fait, il faut surtout insister sur le contrôle de la maternité, pas sur l'avortement ou la stérilisation. Bon, en fait, l'avortement, on pourra en parler pendant des heures, mais pour revenir au thème du suicide de la race qui m'évoquait beaucoup en ce moment, pour ceux qui sont au courant, il y a Renaud Camus, là, au début des années 2010, qui a émis une thèse du grand remplacement. Okay? Donc, c'est un petit peu comme si on allait par l'autre côté, le suicide de la race, comme si les Blancs ne voulaient plus exister. Le grand remplacement de Renaud Camus, qui est donc un Français, ça dit essentiellement que surtout les populations maghrébines, mais évidemment tous ceux qui sont non-blancs, seraient en train d'envahir la France pour remplacer la population française, donc un peu une menace que les Blancs vont disparaître. Pour moi, c'est exactement ça. Après, on nous dit... Évidemment, c'est très lié aux immigrants, là. En fait, c'est exactement cette cause-là. On nous dit il faut préserver la laïcité parce que ça change les valeurs de notre pays, blablabla. En France, là, vous l'aurez sûrement pas su, mais il y a Gabriel Attal qui est venu au Québec récemment et qui parlait justement de ça, qu'il faut... réduire l'immigration parce que ça va changer nos valeurs, blablabla. Mais tout ça, en fait, évoque la thèse du grand remplacement, qu'il va y avoir soudainement plus de blancs. C'est tout simplement une tactique pour garder le contrôle politique. Et on l'a vu par le passé, ça se répète aujourd'hui. C'est une seule et même histoire. Et qui sont les protagonistes? Ce sont toujours les personnes blanches là, qui doivent, par tous les moyens possibles, conserver le système raciste afin de conserver leurs privilèges. Donc, tout ce qui est comme le réarmement démographique de Emmanuel Macron, mais je n'en peux plus. Ça n'a pas de bon sens. Premièrement, ça atteint directement là, ce thème là, de l'avortement, qui est du contrôle de la maternité, mais qui, en plus, là, qu'est-ce qui va arriver si on a un réarmement démographique en France? Pensez-vous qu'on va réarmer les femmes immigrantes qui sont en train de chasser, en fait, le plus possible? Donc, je crois que c'est un sujet qui est encore extrêmement d'actualité et qu'il faut le voir peut-être avec un petit peu plus de critique par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Voilà, on reviendra là, au sujet de la laïcité là, et de Québec-France, plus vers la fin de cet épisode. Un autre aspect là, qui serait peut-être plus spécifique, un autre aspect en fait du féminisme noir là, de Angela Davis, évidemment en rapport au travail domestique. Le travail domestique là, qui est, selon elle, comme on l'expliquait aussi dans le podcast là, sur le capitalisme patriarcal avec Silvia Federici, une condition préalable à la production et non un élément de la production capitaliste. C'est pas on fait ça parce que ça fait partie de la production, non. Si on fait pas le travail reproductictif, il n'y aura aucun travailleur qui ira travailler et qu'il n'y aura aucune production. Donc, il y a d'abord la nécessité d'associer, la nécessité d'arrêter d'associer femme à domestique, travail reproductif. Après ici, Angela Davis est un petit peu différente là, de Bell Hooks, évidemment, qui nous dit que le travail domestique, là, c'est pas moral, dans le sens où c'est pas un travail qui va être créatif, satisfaisant, c'est pas un travail qui va apporter l'œuvre plutôt que le travail. Même si elle reconnaît vraiment l'importance des liens communautaires, là, donc, comme le dit Bell Hooks, c'est par ce travail-là, justement, que les femmes ont créé et permis de faire survivre les liens communautaires. Angela Davis nous rappelle d'ailleurs qu'avant l'industrialisation, les tâches étaient divisées de façon plutôt complémentaire versus hiérarchique, donc il n'y avait pas une séparation en fait entre économie et travail reproductif, c'était une seule et même chose, on faisait la production en même temps que la reproduction et ce n'étaient pas des tâches qui étaient associées par exemple à un certain genre, donc
oui, il y avait des tâches associées à un certain genre, mais ce n'était pas totalement séparé production-reproduction. Donc, c'est nécessaire aussi d'en finir avec cette hiérarchie. Elle nous rappelle également que les premières industries, là, durant l'industrialisation, ben, c'était par exemple le textile, tout ce qui est travail de femmes, entre guillemets, puis elles ont été chassées de l'emploi. Donc non seulement est-ce qu'on a provoqué l'arrêt des activités traditionnelles qui donnaient un contrôle sur la production-reproduction des femmes, donc sur l'économie, non seulement est-ce qu'on a arraché la production, le contrôle économique, l'autonomie économique des femmes, mais on l'a placé entièrement à l'extérieur de la maison. On l'a remplacé, par exemple, par des biens de consommation, donc de dépendance au salaire, au travail. Donc, évidemment, les femmes noires qui sont dans des situations beaucoup plus précaires, elles sont beaucoup plus dépendantes à ça. Ça leur prive plus du contrôle économique. Et elle nous dit... voilà, le féminisme blanc, là, c'était dire que la femme aux États-Unis, c'est une femme d'intérieur, il faut se battre contre ça. Mais non, il y a les femmes noires, il y a les femmes ouvrières qui, en plus de travailler, ont toujours fait le travail reproductif. Donc, elle insiste en nous disant, les femmes noires, ben, pour elles, le travail domestique n'est jamais mis en priorité à cause du travail à l'extérieur. Donc, dans l'épisode sur le capitalisme patriarcal, toujours, on avait parlé du mouvement Wages for Housework, on met trop de S, qui visait à donner un salaire là, pour la personne qui reste à la maison. On avait donné quelques petits arguments contre ce mouvement-là, mais Angela Davis est résolument contre. Elle va passer quelques pages même dans son livre à expliquer pourquoi. Elle est contre ce salaire ménager, tout simplement parce que un salaire ne vient jamais réellement à bout là, de tous les problèmes. C'est pas parce qu'on a obtenu un salaire plus décent, entre guillemets, là, au travers de l'évolution de l'industrialisation que les gens ont arrêté d'exploiter, premièrement. Aussi, c'est impossible d'invoquer la logique interne capitaliste pour s'en libérer. Au final, c'est plus par rapport à est-ce que je possède les moyens de production versus est-ce que nous devons séparer production, reproduction, donner un salaire, blablabla. En fait, tout le monde devrait posséder les moyens nécessaires là, pour être en vie. On rappelle qu'Angela Davis est une femme communiste, qui a d'ailleurs consacré un chapitre entier à parler de femmes communistes du 20e siècle dans son livre, très intéressant. Aussi, le salaire ménager, là, en fait, ça définirait, ce serait comme une solution féministe, entre guillemets, qui définirait l'oppression des femmes à travers seulement ce prisme-là, alors que c'est une oppression qui est beaucoup plus blanche, comme on peut le remarquer. Donc, c'est une mesure réformiste et non radicale, qui ne va pas du tout à la racine, plutôt, du problème qui est en fait, le capitalisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est quoi les solutions qu'elle propose? Mais premièrement, c'est dématerniser les femmes pour lutter contre le capitalisme. Donc, retirer là, cette vision qu'il n'y a que la maternité pour elles, que c'est un rôle qui leur est uniquement réservé, au sens où elles s'occuperaient de tout. On ne dit pas... Là, dématerniser ne veut pas dire ne plus avoir d'enfants, les féministes ne veulent plus d'enfants. That's not what I'm talking about, ok? Faut comprendre le contexte. Évidemment, ça passe aussi par l'éducation et surtout comprendre à travers cette éducation-là que le travail ne libère pas. Encourage fortement, mais ne libère pas du tout. C'est une vision blanche de penser que le travail libère. Il faut aussi, en fait, évidemment, socialiser ce travail domestique. Ça fait partie, en fait, socialiser permet de dématerniser les femmes, on pourrait dire, par exemple avec la prise en charge des enfants de façon universelle et pas seulement jusqu'à 5 ans, jusqu'à temps qu'ils rentrent à la maternelle. Puis là, après maternelle, ben, tu vas le porter à l'école à 9h, tu vas le chercher à 3h30, puis après, faut comme tu comprennes comment faire, là, tu sais. Plus tard, prise en charge des enfants, universel, gratuit, par exemple des services de préparation de repas, etc. Et encore une fois, on a une citation qui, selon moi, est très évocatrice, en fait, des solutions là, qu'on peut avoir par rapport à ça. L'abolition du travail ménager en tant que responsabilité individuelle de chaque femme est un but stratégique du mouvement des femmes. Cependant,
La socialisation du travail domestique, qui doit également toucher la préparation des repas et la garde des enfants, passe par la suppression du règne du profit économique. En fait, les seuls efforts d'abolition de l'esclavage domestique ont été accomplis par les pays vivant actuellement sous le régime socialiste. Les femmes actives sont donc particulièrement concernées par le combat du socialisme. En outre, les campagnes en faveur de conditions égalitaires de travail entre les sexes, assorties d'une demande de prise en charge des enfants, représentent une menace révolutionnaire pour le capitalisme. Cette stratégie remet en cause la validité du capitalisme de monopole et tracera le chemin du socialisme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là, de cette citation? Bien, premièrement, c'est qu'il faut cesser de viser le profit pour pouvoir être réellement bénéfique. Là. C'est impossible de dissocier lutte anticapitaliste de lutte féministe. Puis aussi que dématerniser complètement les femmes, c'est parentaliser tout le monde, en fait. C'est ça qui est nécessaire, là. Donc, tout ça qui aurait à avoir à être impliqué dans élever les enfants, on s'entend, partager la charge et évidemment réellement remettre en cause la famille nucléaire capitaliste. Donc, c'est là que ça rejoint de quoi on a parlé dans le premier épisode. Je crois que, en fait, s'attaquer à rentrer par là dans l'anticapitalisme, ben c'est honnêtement quelque chose qui a un potentiel extraordinaire à faire dérailler la machine capitaliste, comme on a dit. C'est essentiel là, de s'attarder à la machine, parce que c'est elle qui oppresse les personnes racisées, les femmes, qui crée les oppressions compilées, c'est le seul mot qui me vient en ce moment, et plus encore, donc le travail d'ouvrier, entre guillemets, on pourrait dire, l'exploitation économique. Donc au final, je crois qu'Angela Davis, elle termine d'ailleurs quand même dans les derniers chapitres avec ça, je crois que c'est une solution qui est concrète. Voilà. Donc, maintenant qu'on a terminé un petit peu l'analyse de Bell Hooks et Angela Davis, Ne suis-je pas une femme, race et classe, tous deux, livre de 1981, qu'on comprend les liens entre racisme et féminisme, c'est quoi l'intersectionnalité? C'est là que Kimberly Crenshaw rentre en jeu et que she's a mastermind, qui est Kimberly Crenshaw, en fait, c'est une avocate américaine, professeure notamment à Columbia, UCLA School of Law. Elle a fait des recherches sur le racisme, le black feminism. Et dans ce livre, paru chez Payot, nous avons 2 essais parus en 1989 et en 1991. Donc, ils ont été réunis ensemble, mais ce sont les deux là, qui ont définitivement, on pourrait dire, amené... comme je dis, on a parlé d'intersectionnalité depuis des décennies, là. Mais c'est vraiment ça qui a mis le mot dessus. Et à partir de ce moment-là, ben, quand on a un mot, c'est plus facile d'en parler. Donc, il y a comme... évidemment, il y a les deux essais, mais il y a 2 aspects, on pourrait dire, à tout ça, dans son livre. Il y a donc démarginaliser l'intersection race et sexe et cartographier les marges. On va commencer par la démarginalisation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Kimberly? En fait, elle, comme je vous disais, elle est avocate. Donc, elle a une vision très juridique. Je crois que c'est cette vision là, plus mathématique, plus logique, qui a permis d'associer aussi le terme un peu mathématique là, de l'intersection, comme 2 droites qui se rencontrent. C'est ça qui permet de comprendre, en fait, cette vision un peu plus cartésienne. C'est le vocabulaire qu'il nous fallait, on pourrait dire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à son expérience là, dans le monde juridique? C'est qu'on va toujours considérer les personnes les plus privilégiées. Fait que là, on a un biais d'analyse. Dès qu'il va y avoir un cas, par exemple, juridique, on va, par exemple, une revendication de femmes, ça va être des femmes blanches. Une revendication antiraciste, ça va être des hommes noirs. Mais il y a un manque de spécification là-dedans qui efface les privilèges, en fait, où on va universaliser, qui ramène toujours au sujet universel. On va dire, bon, c'est une revendication de femmes, donc forcément, ce sont des blanches. On ne va pas voir des revendications qui sont plus hybrides. Ça ne met pas les personnes qui ont plusieurs contre-privilèges, des personnes multidéfavorisées au premier plan. On va plutôt voir ça comme un side quest. Toi, c'est comme le cas compliqué, là, qui n'a pas rapport avec le féminisme. Et tout ça, si après on s'attarde uniquement à, par exemple, prendre en compte la revendication des femmes blanches, mais ça ne vient pas changer la hiérarchie au final. Ça vient s'inscrire dans le réformisme, ça vient, en fait, ne pas s'adresser
aux problèmes spécifiques, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça fait pour ça? Ben, encore une fois, si on est une femme noire, par exemple, mais ça va forcer le dilemme entre les luttes à exister à moitié entre deux endroits. Évidemment, les luttes sociales qui sont profondément politiques, là, ça va diviser le groupe en pensant que toute discrimination est égale, équivalente, alors qu'au fond, il faut tout simplement reconnaître qu'il y a des personnes qui ne vivent pas une recommandation égale, qui ne vivent pas qui ne sont pas dans une revendication qui est nécessairement égale à la tienne. Peut-être que toi, tu en as plus. Et il faut, en fait, le faire ensemble. Aussi, une chose qu'elle souligne, c'est qu'on va sûrement remarquer l'intersectionnalité négative, on pourrait dire. L'accumulation de conditions qui défavorisent, plutôt que remarquer l'accumulation de privilèges, d'intersectionnalité positive, dans le sens où tu peux posséder plusieurs privilèges en même temps. Là. Par exemple, si je suis Elon Musk, je suis un homme, je suis blanc, je suis riche, j'ai pas de problème. Là. Mais par exemple, une femme blanche riche, c'est une femme, mais elle est blanche et elle est riche. Donc au final, elle aussi, elle est inscrite dans le système. Souvent, là, les réacs qui vont dire « Ouais, mais comme l'intersectionnalité, il faut comme juste viser telle personne qui a telle spécificité. » Oui, mais toi aussi, tu t'inscris dans l'intersectionnalité. Toi aussi, tu te situes à l'intersectionnalité de privilèges. Mais, malheureusement, le système permet une seule discrimination à la fois. Une seule différence, au fond, par rapport à la référence qui est... c'est l'homme blanc. Donc, quelles sont les conséquences de la référence à l'homme blanc? C'est que ça peut effacer la discrimination juste là, si comme t'as une expérience qui est assimilable à une expérience privilégiée. Fait que si t'es en accord avec les privilégiés par rapport à un point, on va dire « Ok, c'est correct, on va te rentrer comme dans cette discrimination-là, par exemple, de femme blanche, vu que t'es d'accord pour dire que c'est vraiment juste dans ce cadre-là que tu vis ton oppression alors que c'est faux. » Puis aussi, en fait, la conséquence majeure, c'est que les luttes sont construites sans intersectionnalité. Donc, par exemple, l'avancement qui a été fait par exemple, au moment des droits civiques, mais aux États-Unis, n'ont pas nécessairement pris en compte la spécificité des femmes blanches, des femmes noires, excusez-moi. Elles avaient peut-être besoin de plus, on pourrait dire. Donc, les femmes blanches, au final, là, elles peuvent souvent laisser penser que les Noirs sont plus empowered, toujours en retenant le mythe qu'elles sont plus masculines, et que, évidemment, le féminisme pour les féministes blanches, et quand je dis féministe blanche, là, c'est pas parce que tu es blanche et femme que tu es féministe blanche. Là. Le féminisme blanc comme courant de pensée, comme idéal se fiant uniquement à cette conception féministe. L'idéal féministe de la féministe blanche, c'est être comme l'homme blanc, là, c'est atteindre son niveau, étant donné que les femmes noires sont plus masculines, elles sont plus empowered, plus libérées. Alors qu'il n'y a pas d'attention aux sujets qui ne sont pas reliés aux femmes blanches. Là. Donc, en fait, on fait juste comme gloss over quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Kimberly Crenshaw, en fait, que le vrai féminisme... Oui, c'est ça, j'avais bien dit. Je commence à être habituée de déparler. Il est antiraciste. Si on cartographie, c'est là que j'adore le mot, c'est vraiment ça. Il faut faire la géographie de la chose. Il faut le voir comme un cadre d'analyse. Ce n'est pas une idéologie. C'est une façon de penser. C'est une façon de penser les sujets au travers de l'intersectionnalité. Comme penser, ici, ça me permet de voir plus de choses. Ça me permet d'être plus spécifique. C'est pas dire... Souvent, les réacs vont être comme... Il faut vraiment les mettre de l'avant et de la discrimination inversée pour l'emploi. Non! C'est une façon de voir, est-ce que ces personnes-là sont marginalisées, sont défavorisées? Oui. Est-ce qu'il faut mettre plus de mesures pour ces personnes-là? Exactement. Donc, elle nous rappelle que la législation, elle protège inégalement. Qu'une première chose qu'il faut faire, notamment dans les luttes féministes, c'est politiser le personnel. Par exemple, les violences conjugales, est-ce que c'est une attitude personnelle ou est-ce que c'est issu d'un système? Elle nous parle aussi de l'identité. Je crois que encore une fois, l'intersectionnalité est mal comprise et on la prend pour une lutte identitariste. Elle nous dit, Kimberly Crenshaw, oui, l'identité est un vecteur de force, d'appartenance, mais parfois ça universalise trop. En fait, il faut
un peu plus utiliser l'identité, mais sans l'appliquer à tout le monde, on pourrait dire. Parce que sinon, c'est au détriment des particularités. Si on dit l'identité noire, je suis noire, mais forcément, ça va effacer l'identité de la femme noire. Donc, contrairement au discours populaire, l'intersectionnalité n'est pas une politique identitaire, comme je dis. Je répète, c'est un cadre d'analyse. Donc, elle nous parle d'exemples concrets qui, encore une fois, particulièrement pour le Québec, même, j'ai envie de dire, vont être très actuels. Donc, si vous êtes québécoise, je crois que intersectionnalité, c'est à lire absolument. Mais en même temps, si vous êtes partout ailleurs aussi, j'en suis absolument certaine, parce qu'elle parle non seulement d'immigration, mais de législation linguistique, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, c'est les différentes cultures, étant donné le système dans lequel on vit, elles ont un différent accès à l'extérieur, aux politiques, au public. Donc, si on applique seulement la loi par rapport au citoyen universel, celui qui n'a aucun... qui a tous les privilèges, mais ça peut aller contre les populations marginalisées qui, elles, font face à des choses qui ne sont même pas... qui n'ont même pas été imaginées au nom de la loi. Et qu'est-ce que j'aime, en fait, avec ça, c'est qu'on parle, évidemment, de loi, de juridiction, mais ça parle aussi de social. Un peu comme, bon, pas la loi symbolique, là, mais dans le sens, ça aurait comme une autre signification, mais plutôt au sens où loi comme règle, comme principe, comme norme sociale. Donc, évidemment, ça s'applique vraiment là, dans le concret comme elle parle, mais également vraiment dans le socio-politique, on pourrait dire. Par exemple, elle nous parle d'inaccessibilité à un service dans une certaine langue. Bon, peut-être que le citoyen universel parle cette langue-là, mais si après, la femme qui est atteinte de violence conjugale, la femme pauvre ou qui cherche un emploi, ne peut pas s'en trouver d'emploi, ne peut pas trouver d'aide pour se sortir de sa situation de violence conjugale, au final, c'est elle qu'on discrimine. C'est elle qu'on va laisser derrière, on pourrait dire, au nom d'une universalité qui, au fond, n'en est pas une. Parce que, comme on a dit, les discriminations positives, pas les discriminations positives, mais l'intersectionnalité positive, où quelqu'un accumule les privilèges, c'est une situation qui n'est pas neutre. On ne peut pas dire que c'est neutre d'avoir tous les privilèges du monde. Donc, il faut aussi retirer cette neutralité à cette position-là et arrêter de la voir comme un point de référence universel. Et par exemple, là, elle souligne, par exemple, les femmes racisées qui pourraient rester en silence pour ne pas augmenter les préjugés contre les hommes racisés. Par exemple, là, encore une fois, on va reparler de violence, alors que dans le fond, si on regarde l'intersectionnalité, ça se peut que son comportement s'inscrive dans le sexisme et que le dénoncer, c'est pas... Il ne faudrait pas le voir comme une embûche ou comme une accusation raciste ou quelque chose qui va nuire à l'antiracisme. Elle va aussi nous parler d'une théorie qui est super importante, dont on a un petit peu parlé dans le dernier épisode, là, qui était donc par rapport là, à la valeur des corps. Donc, c'est la théorie de la stratification sexuelle. Elle nous dit que les corps blancs, en fait, valent plus, qu'il n'y a pas de visibilité pour les corps noirs, et ça, en fait, ça invalide et précarise la sexualité noire. Qu'est-ce que c'est, la stratification sexuelle? En fond, c'est l'évaluation différente des valeurs des femmes selon leur race, et donc l'accessibilité sexuelle d'elles par les hommes, et la précarité face à la loi, construite pour en protéger plus que d'autres. Donc, qu'est-ce que c'est, rapidement? Les hommes, évidemment, ont la propriété de leur race des blanches, mais les blanches valent plus que les noirs. Donc, si un noir agresse une blanche, c'est une menace à l'autorité du blanc, mais si un noir agresse une noire, on s'en fout parce que les noirs sont inférieurs, et les blancs dominent, contrôlent et choisissent les sanctions. Donc, au final, les blancs, eux, ils ont la possession également des noirs, parce que c'est eux qui dominent. Donc, ça se base sur, premièrement, des critères de moralité, alors qu'on juge que les femmes noires n'en ont pas. Donc, encore une fois, c'est un système à deux vitesses. Et tout ça, ça a un impact dans les revendications, dans l'accès
à la justice, par exemple. Ou encore une fois, on parle là, des femmes autochtones au Québec, là, elles ont été agressées en masse par l'Église, par la police. Elles sont disparues et on ne peut pas en parler. Pourquoi? Parce que les institutions considèrent que c'est moins grave, qu'on s'en fout. Alors qu'au final, c'est fondamentalement raciste. Et on s'occupe seulement des violences sexuelles des Blanches quand on s'en occupe, parce qu'une bonne femme, en fait, elle n'a pas la sexualité d'une Noire. Donc, un peu comme si la Noire était coupable. Bon, en général, là, les femmes sont considérées comme si elles étaient corporellement coupables, on pourrait dire, l'association à la nature et tout, mais c'est encore pire pour les Noirs. Donc, Kimberly Crenshaw insiste sur le fait que c'est un peu comme Angela Davis, là, autant important de s'occuper des victimes noires que des faux accusés noirs, mais surtout de défaire les lois, les règles, les principes culturels même, qui contrôlent certains comportements des femmes, parce que quand on contrôle certains comportements, ben ça crée un extérieur, ça crée un... Qu'est-ce qui n'est pas ce comportement? Ben, c'est l'opposé, mais ça fait contrôler toutes les femmes, au fond. Donc, c'est important de défaire ces principes. Les solutions de ça, ben, premièrement, c'est contre le colorblindness. Les gens qui disent « Non, mais moi, je vois pas la couleur », on n'a pas dit que toi, tu la voyais pas, là. On a dit que tu t'engages dans un système où le fait de croire que tu ne vois pas la couleur, ben, c'est impossible. Les autres la voient, en tout cas. C'est parce que t'es blanc que tu la vois pas. Tu te prends pour le sujet universel, pour la personne qui n'a pas de discrimination autre. Elle est également contre l'essentialisme, parce que ça universalise trop. Donc, oui, là, elle est d'accord avec le fait que le genre est une construction sociale, notamment, mais elle voit aussi qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est important d'être à la fois contre l'essentialisme, mais aussi travailler en fonction des discriminations actuelles. Donc, ben, c'est comme une balance pour mener vers l'effacement un peu de ça, on pourrait dire. Et surtout, ça rejoint Bell Hooks et sa question de la sororité. Il faut mener les luttes par le centre. Bon, Bell Hooks, elle a un autre livre là, que j'ai acheté qui est dans ma... qui est de la marge au centre. En version vidéo, là, vous aurez vu que je l'ai entre mes mains. Je l'ai pas encore lu, j'ai énormément de lectures ces derniers temps. Et je crois que ça va plus s'atteler à ça, peut-être la sororité et comment mener les luttes par l'alliance, en fait. Parce que, par exemple, les femmes noires qui sont victimes de ces oppressions compilées, ben, elles ont une compréhension beaucoup plus intime du système et elles sont un lien extraordinaire, il faut le voir comme ça, en fait, entre les luttes différentes. Et ça aussi, ben, ça amène une lutte qui est beaucoup plus communautaire versus laisser la lutte être menée par un groupe en particulier qui influencerait la direction de par sa composition. Elle parle aussi, évidemment, qu'il faut analyser la vision dominante de façon critique. Il faut un peu le soumettre à être l'objet d'études aussi. Parfois, on reviendra à ça. Je pense que je vais vouloir faire un épisode là, sur le sujet féministe, on pourrait dire, la question féministe, le mot féminisme, et on peut en parler là-dedans, qui est le sujet, mais c'est important là, de renverser la chose afin de voir, de l'étudier aussi, la vision dominante, afin de voir les biais. Il faut pas compartimenter, encore une fois, Angela Davis nous le disait, il faut avoir une approche cumulative, et également la nécessité de la lutte anticapitaliste pour être une lutte intersectionnelle et inversement. Donc la lutte intersectionnelle est anticapitaliste aussi. Maintenant qu'on a un peu fait le tour avec qu'est-ce que Kimberly Crenshaw a dit, je voudrais juste revenir sur des petites spécifications sur les solutions dans la compréhension du concept de l'intersectionnalité, notamment là, sur la compartimentalisation. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas encore une vision, là. Je dis pas, il faut être associés ensemble, genre les antiracistes, on est du côté des féministes et des anticapitalistes. Non! C'est plutôt de voir que, en fait, il faut penser ensemble. C'est quelque chose que je vis personnellement dans le sens, dans les débats que je peux avoir là, avec des personnes que je connais, chez les gens qui sont plus dans les luttes antiracistes, dans les luttes anticapitalistes, chez les féministes, etc., il y a cet accord qu'on est du même côté, mais il n'y a pas l'accord qu'il faut penser ensemble. Qu'en fait, on peut pas dire « Ah, mais je vais m'en occuper après ». Parce que si tu fais ça, ben, au fond, ça va être une réforme. Ça sera pas un changement radical. Tu ne vas pas changer le système, tu vas le faire évoluer. Bon, peut-être pour le mieux,
mais il faut penser, comme je disais dans l'épisode sur le capitalisme, il faut penser à tous les types de travail, il faut penser à comment est-ce que l'oppression de genre est différente selon les différents genres qui ont été créés. Le genre n'est pas lisse, toutes les femmes ne sont pas blanches. Donc, le point de vue intersectionnel vient du féminisme, mais doit s'appliquer à toutes les luttes sociales, selon moi. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est juste de voir les spécificités, agir mais agir contre le système qui les relie tous. Donc, c'est nécessaire de penser les trois, et c'est pour ça aussi que dans ma démarche féministe, j'ai envie, en fait, bon là, il faut commencer quelque part, là. J'ai lu énormément de théories là, sur plusieurs sujets, mais au final, ça va s'étendre sur l'anticapitalisme, ça va s'étendre sur, par exemple, Frantz Fanon, à Albert Memmi, toutes ces personnes qui ont pensé là, de leur point de vue spécifique. Voilà. Puis aussi, c'est vraiment important de comprendre que l'intersectionnalité, ça crée des oppressions différentes, mais c'est dans une même logique. Fait que les Blanches, premièrement, doivent arrêter de penser que ce qu'elles vivent décrit 100% de l'oppression, et ça vaut pour moi aussi, dans le sens où mon expérience en tant que femme n'est pas l'expérience ultime, là. Ça se peut qu'il y ait des sujets que ça me rejoigne pas du tout, dans le sens où j'ai pas de relatability. Je n'ai pas vécu cette expérience-là. Et souvent, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont trouver facile de jouer la victime. Premièrement, il faut reconnaître que les différents points de vue, ça fait juste améliorer les analyses, et que le refus peut-être de voir qu'on fait peut-être partie du problème, c'est souvent raciste, là, si on parle des Blanches. Mais en fait, ça démontre les failles dans sa propre pensée. Donc, je vais parler d'un exemple des tresses là, que les femmes noires se font souvent. Bon, ça arrive moins. Là, dernièrement, il y a tellement eu de sujets là, sur l'appropriation culturelle, mais honnêtement, ça arrive encore. Là, qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, une fille blanche va se faire des tresses africaines. Et puis, elle va comme, oui, mais je trouve ça beau, c'est de l'appréciation. Mais en fait, ça fait juste démontrer là, l'incompréhension de... probablement, tu n'écoutes pas les autres parler. Et aussi l'incompréhension de la signification, par exemple, des cheveux. Parce que nous, on va se dire, oui, mais je trouve juste que c'est beau. Oui, mais les femmes noires, on leur disait pas, « Ah, sont pas beaux tes cheveux, là. » C'est comme, ça vient avec toute une oppression dont on vient de passer des heures à parler, là. Donc, au final, réduire ça à, oui, mais c'est une appréciation, mais en fait, c'est une incompréhension que le sujet est politique, que c'est un sujet qui est plus que juste « Ah, mais moi aussi, je veux être belle. » C'est différent. Donc, c'est un exemple. Puis là, je parle même, encore une fois, là, dans l'épisode sur le capitalisme, là, je parlais du fait qu'on a le droit de changer d'idée. Et moi, je crois que dans mon parcours féministe, mais aussi dans ma vie en général, il y a eu beaucoup là, d'événements qui m'ont mené, en fait. Et là, je parle je parle vraiment de qu'est-ce qui vient de moi, là. Ça m'a mené au jour, je ne sais pas exactement c'est quand, là. Mais en fait, j'ai réalisé que j'étais blanche. Et là, ça va paraître absolument évident pour tout le monde, mais c'est parce que c'est réellement ça. Quand on grandit, qu'on est blanc, là, on croit pas que c'est une race, entre guillemets, aussi. On croit, non, mais moi, je vois pas la couleur, là. Donc, on agit comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Alors qu'au final, ça passe aussi par reconnaître pourquoi je suis ici. Premièrement, moi, je suis ici. Ma famille est ici depuis des centaines d'années, là. Je suis une Québécoise de souche, là, comme on dit. Mais j'ai un visage d'Européenne, je suis directement issue de la colonisation, là. Donc, au final, je crois que c'est de réaliser le rôle qu'on a, et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour moi de les lire, de les écouter, parce que c'est pas en parlant en blanc là, qu'on va s'en rendre compte. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai un peu là, je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose, parce que au final, vu que je ne le vis pas, mais je ne sais pas. Donc, il faut absolument faire l'effort d'aller savoir. Donc, bon, là, je suis partie un peu dans une chire.
Mais par rapport à aujourd'hui, le plus l'aspect contemporain de tout ça, ben je crois que il y a tellement de choses qu'on a mentionnées qui sont vraiment d'actualité, mais c'est important de regarder l'histoire et voir qu'on en fait partie. Que l'histoire n'est pas terminée, qu'on n'est pas après l'histoire. On pourra reparler du post-historisme un jour, là. Mais qu'on est au final quelques secondes après ça. Un peu là, quand l'esclavagisation a été abolie aux États-Unis, il y a eu les conditions de travail sous contrat tout de suite après. Est-ce que soudainement la discrimination des Noirs a été terminée? Mais non. Ça prend un nouveau visage. On est encore dans des conditions qui sont issues de ça. Le système n'a pas nécessairement tellement changé au final. Fait que je pense que c'est aussi de voir ça, de remarquer que les visages changent, mais qu'on fait partie encore de cette histoire-là. Que c'est pas parce que les pays ont été décolonisés en 1960 que soudainement il n'y a plus de colonisation, là. C'est pas une signature qui change la chose. C'est pas parce que les femmes peuvent aller travailler qu'elles ont le même salaire que les hommes. Par exemple, je m'adresse à un sujet féministe blanc, là, super simple. Donc, encore une fois, pour prouver que c'est tellement d'actualité, j'avais une autre citation là, que je voulais vous lire dans Femmes, race et classe, un livre qu'il faut absolument lire, j'ai envie de dire. Donc, c'est une citation de Webb Dubois par Angela Davis, donc on apprécie fortement. En Alabama, dans le Mississippi, en Louisiane, on disait en 1866 « La vie d'un noir ne vaut pas grand-chose. J'en ai vu un qui a reçu une balle dans la jambe alors qu'il était juché sur une mule parce que le bandit qui lui avait blessé pensait qu'il était plus compliqué de lui demander de descendre que de tirer sur lui. » C'est encore comme ça aujourd'hui. Ce sont des réalités qui sont absolument semblables. Donc, quand on regarde toutes les tentatives réactionnaires de nier le racisme systémique, particulièrement depuis George Floyd, j'ai l'impression que, probablement le racisme systémique est comme... C'est un terme qui existait déjà, là, mais ça c'est venu un peu plus populaire là, depuis ça. Il y a eu plus de discussions par rapport à ça. Mais les gens, par exemple, François Legault, va être comme, non, il n'y a pas de racisme systémique. Ok, il y a des gens qui sont racistes individuellement, mais au final, là, c'est juste de ne pas remarquer l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est ne pas s'intéresser à la chose. Et c'est... je crois que c'est par ignorance, là, pour certains. Je pense que des gens que c'est par ignorance, mais honnêtement, là, t'es premier ministre, là. Tu ne peux pas te permettre cette ignorance. Il y arrive un certain stade dans la vie où l'ignorance n'est plus une excuse, on pourrait dire. Donc, le racisme individuel, et ça s'applique spécifiquement à la cause des Autochtones au Québec, ben ça ne fonctionne pas. Il y a eu des pensionnats qui étaient directement un moyen d'assimilation jusqu'en 1996. Mon frère est né en 1996. Les réacs là, qui vont dire l'égalité est atteinte. Là, je pense surtout là, comme au Mathieu Bocoté de ce monde. Non, mais aujourd'hui, l'égalité est atteinte. Mais avant, les mouvements qu'ils considèrent comme libérateurs, là, par exemple la décolonisation, la révolution féministe, entre guillemets, ben, eux autres aussi avaient un discours qui disait que y a pas d'oppression ou encore que pas besoin, exactement comme aujourd'hui, là. Fait que il faut comme voir clair là-dedans, dans le sens qui sont ces gens qui parlent et quels sont les arguments qu'ils évoquent. Ils sont juste différents. Excusez-moi, quand on parle du peuple historique, la majorité historique francophone québécoise, en disant que c'est comme le peuple le plus légitime du Québec, excuse-moi, on parle d'un peuple colonisateur, là. Ce n'est pas hors de l'histoire, là. Ah, nous on a été colonisés aussi, là, tu sais. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup plus de nuances à dire aussi. Puis aussi, quelque chose... Les gens qui sont insultés de se faire traiter de raciste, ok? Je crois qu'il y a des gens qui sont peut-être choqués pour vrai, dans le sens où ils sont réellement concernés, là. Mais à la place de dire non, mais comme arrêtez de nous traiter de racistes, les Québécois, mais faites quelque chose. Puis pas juste comme performatif, là. Par exemple, récemment, avec tout ce qui est le mouvement, le block-out contre les célébrités du Met Gala, j'avais fait une vidéo, un petit TikTok à ce sujet-là. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que le Met Gala
En fait, là, c'est un événement super de riche, d'ultra riche, et on parle de fashion, puis les gens ont juste remarqué l'ironie de tout ça par rapport au génocide qui se produit en ce moment en Palestine. Ils vont dire « Ah, mais soit, il faut que t'en parles de ça, sinon on va se désabonner. » Non, mais si la personne, elle a besoin qu'on lui dise tu vas perdre ton pouvoir si tu n'en parles pas, et que là, il en parle, mais ce n'est pas réel. Et je crois aussi que c'est une nécessité de se désengager de ces personnes-là qui n'ont pas la loyauté, au fond, parce que ce sont des gens qui vont tout simplement considérer leur classe ou leur origine sociale en premier, en fait, leur condition de vie, là, c'est plus ce que je veux dire. Et il faut voir que c'est pas parce que quelqu'un nécessairement parle d'un sujet qu'elle va le faire de façon à changer réellement le système. Donc, c'est un peu ironique, là, par exemple, les célébrités qui se sont mises à parler de Gaza au moment où elles ont risqué de perdre des millions d'abonnés. Fait que c'est ça que je voulais souligner là, à la fin de ce podcast là, qui était que être blanc, c'est pas le sujet universel. Par rapport à au Québec, à la loi 21, bon, la situation du racisme au Québec est particulièrement tendue, en fait, comme en Europe, là, évidemment, par rapport aux personnes d'origine maghrébine, les personnes musulmanes, et voilà, le gros amalgame arabe-musulman, on s'entend, c'est pas... vous avez compris. Au Québec, il y a une loi, pour ceux qui ne sauraient pas, qui est... en fait, c'est une loi pour la laïcité de l'État, qui a pour but, en fait, là, de limiter le port de signes religieux par les représentants de l'État. Parce que nous sommes dans un État laïque. Bon, c'est ça le projet qui est pris. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce projet de loi-là? Ben, c'est délimiter qui est inclus dans le sujet québécois. Qui est sujet québécois, on pourrait dire. Bon, pas sujet dans le sens de assujetti, là, mais vous avez compris, dans le sens de personne juridique ou personne culturelle, on pourrait dire. Il n'y a pas d'intersectionnalité là-dedans parce que, comme je dis, qui est-ce qui est directement marginalisé par ce genre de loi-là? Ben, si, par exemple, une femme voilée ne peut plus être enseignante au primaire, ben ça réduit les choix d'emploi, ça réduit, ou même tout ce qui est par rapport au français au Québec. C'est vraiment, honnêtement, c'est une instrumentalisation du sujet comme de le Québec libre et de l'indépendance québécoise, de l'identité québécoise, à des fins qui, je m'excuse, sont racistes, dans le sens où si tu dis « Ah, mais on met des lois sur le français, t'as pas accès au français, t'as pas accès à des services gouvernementaux pas en français après 6 mois après ton arrivée au Québec », je comprends que c'est pour empêcher les gens, oui, on fait ça pour pas qu'il y ait trop d'anglophones, l'anglophonisation du Québec, il faut préserver la culture francophone, je comprends, mais qui sont réellement là, les gens qui sont le plus affectés par ça? Mais c'est les populations immigrantes. En 6 mois, là, tu te cherches une job, t'arrives, tu sais, il faut comprendre c'est quoi aussi l'ampleur de qu'est-ce que c'est l'immigration. Ces gens-là n'ont pas nécessairement le français exact là, pour avoir accès aux services gouvernementaux tout de suite. Ce sont des discriminations qui ont pour but, sous le couvert d'être une défense nationaliste québécoise, en fait, de préserver la composition blanche là, de la population. Et c'est une chose qu'on ne peut... Je reviens sur Gabriel Attal qui est venu au Québec, et moi, ça m'avait absolument choqué. Là. J'avais vu des articles qui avaient été écrits. Gabriel Attal, en fait, avait dit que la condition de la laïcité, c'était la liberté, fraternité, égalité. Donc, on a évoqué les valeurs républicaines françaises qui sont directement sur le principe de la nation. Une nation qui est construite sur... En fait, quand tu mets une limite, quand tu dis la nation, c'est ici, mais forcément, tu dis qui est à l'extérieur. Et quand on regarde quand est-ce que la nation a été construite, excusez-moi, c'était dans un contexte colonial, c'était par la séparation entre les Blancs et les non-Blancs. Cette invocation-là, dire que les valeurs républicaines sur la condition de la laïcité, ben c'est tout simplement là, appeler à la préservation d'un noyau national. Et après,
il y avait François Legault qui avait dit, en réaction à ce sujet-là, que il était d'accord avec Emmanuel Macron et que si trop d'immigrants venaient au Québec, eh bien, ça allait changer les valeurs du Québec. Donc, je crois que vous avez fait 1+1 dans votre tête avec tout ça. Valeurs nationales, d'identité, au final. Donc, je trouve qu'il est ironique parce que souvent, les gens qui vont adopter cette position-là, je parlais de Mathieu Bocoté, on pourrait parler de Richard Martineau en même temps, les Éric Zemmour de l'autre côté de l'océan, vont utiliser ce discours-là en disant non mais regardez les gauchos identitaristes. L'intersectionnalité n'a jamais été une politique identitaire, c'est plutôt toi qui en as une. Premièrement, il y a le besoin en fait de penser, juste d'essayer d'utiliser ce cadre-là, et on voit ces tactiques-là qui sont utilisées afin de préserver un système raciste en place. Parce que les gens plus riches, en fait, bénéficient directement du racisme. Et à ça s'applique également à tout le mouvement féministe aussi, là, qui pensent uniquement dans leur perspective à elles-mêmes. Par exemple, là, quelque chose qu'on peut voir aussi souvent là, dans les TERF, les féministes transphobes, ou même au Québec, encore une fois, là, je vais en citer d'autres, on avait comme Sophie Durocher, au Québec, J.K. Rowling, Marguerite Stern, ou même là, les femmes de droite qui sont plus sur les questions d'immigration, comme Marine Le Pen ou Giorgia Meloni, ils vont dire non mais aujourd'hui ça attaque les gains du féminisme, blablabla, on veut effacer les femmes, truc. C'est pas parce que ça parle pas directement de toi, sujet universel, que ce n'est pas un mouvement qui est féministe. Par exemple pour les femmes de droite, elles sont toutes de droite en l'occurrence, là, celles que je viens de nommer. Mais je parlais genre de Marine Le Pen. Elle aussi, c'est pas parce que ce sont des femmes qui s'engagent dans ces politiques-là, qui croient par exemple là, au grand remplacement ou etc., choses comme ça. Ça fait juste prouver que les gens qui sont de ce féminisme-là, il y a une limite. Et la limite, elle est raciste. Je vous laisse à vos réactions, commentaires, questions peut-être. En commentaire. Comme je vous dis, moi-même, je suis blanche, là, je ne prétends pas là, savoir tout, c'est vraiment mes analyses, aussi, qu'est-ce que ça me fait penser à partir de ces lectures-là du monde qui nous entoure. Encore une fois, là, je soutiens que souvent, s'intéresser réellement à qu'est-ce que les mouvements disent réellement, lire les livres, écouter des vidéos des personnes quand elles parlent, mais ça nous fait comprendre avec beaucoup plus d'acuité, on pourrait dire, quelles sont les discriminations qu'on peut vivre. Il y a des choses que j'ai compris dans ma vie qui étaient des difficultés liées au patriarcat, à la misogynie, mais j'ai compris aussi qu'il y a des choses sur lesquelles j'avais peut-être des opinions qui étaient liées au racisme. Donc, je crois que c'est important de faire ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast là, sur l'intersectionnalité. Qui a été quand même un bon journey. Donc, rejoignez-moi les dimanches, au moins une fois par mois, là, pour créer la discussion féministe. Le podcast est disponible sur les plateformes audio et en version vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de liker, vous abonner, mettre 5 étoiles, un review, ça nous aide. Bon, nous étant moi. Et je suis retrouvable entre-temps toujours sur ma chaîne, sur YouTube avec les vidéos ordinaires et les réseaux sociaux sous mon pseudo Anne Literarum. Donc, c'était Anne Larouche. On se dit à bientôt tout le monde pour les prochaines pages de garce.